Donc bonjour à tous. Merci moi à Muriel, l'UPR Vaucluse, d'avoir organisé ce temps pour partager les éléments d'information dont je dispose sur ce sujet d'actualité, pour la rentrée scolaire 2025, qui s'appelle EVARS. Alors EVARS, ça veut dire éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est prévu pour la rentrée 2025. Alors, moi déjà, qui suis-je? Je suis psychologue, mais je suis spécialisée en fait, j'ai fait un diplôme de psychologie sociale et industrielle, donc je suis psychologue sociale et du travail, et ma spécialité c'est justement la psychologie sociale, c'est-à-dire l'impact des groupes et des sociétés sur le psychisme humain. Donc c'est bien l'interaction entre les deux qui est ma spécialité. Je ne suis pas psychologue clinicienne, je ne m'occupe pas des psychopathologies. Par contre, en effet, il y a bien des organisations et des groupes qui génèrent des psychopathologies. Et donc c'est mon approche, d'autant plus que je suis formée à l'école française de psychologie sociale et du travail, qui est, moi on m'a formée à la fac, dans les années 90, aujourd'hui je ne sais plus, mais à l'époque, dans la tradition française, c'était de préserver les règles d'équilibre et de conservation de l'homme au travail, et que j'ai découvert par la suite, parce qu'on ne me l'a pas dit à l'époque, mais j'ai découvert par la suite que c'était lié à notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de conférences sur ça, la différence avec les droits de l'homme de l'ONU et la nôtre, qui est vraiment une vision complètement différente du monde. Et d'ailleurs, la psychologie anglo-saxonne, elle, c'est plutôt adapter les individus aux organisations. Et d'ailleurs, souvent, pour le travail, c'est pour qu'elle soit plus rentable. Donc, c'est l'instrumentalisation plus de l'humain par rapport à l'économique. Alors qu'en France, ce n'est pas du tout le même modèle social, ni la même façon de voir les choses. J'ai un site internet, étant donné que je suis maman aussi, je me suis intéressée assez rapidement aussi à ce qui se passait à l'école, parce qu'on a dans notre présentation ce qui se passait à l'école, nous, mais ça a changé énormément, j'ai été assez étonnée, et puis je suis allée à la recherche de tout ça. Donc vous avez un onglet enfance école. Ma fille, maintenant elle est majeure, mais elle a 18 ans, elle est à la fac, mais bon, à l'époque, déjà dès 2017, je me suis un peu inquiétée, j'ai entendu parler de cette éducation à la sexualité, et j'ai demandé à Ariane Billéran, toi qui es clinicienne, dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Et suite à ça, elle a découvert aussi ça, ce programme-là de l'OMS et tous ces textes officiels, et elle a fait un livre qui s'appelle L'imposture des droits sexuels, c'est à sa 5e version, où elle a décrypté des textes. Alors elle est spécialiste en psychopathologie, elle est clinicienne aussi, elle est spécialiste du harcèlement, on s'était d'ailleurs rencontrés parce qu'elle est spécialiste aussi de ce qui se passait dans les organisations, au niveau des burn-out et des psychopathologies qu'engendrait le travail. Voilà. Bon, ça c'est vite sur ma présentation, mais ça vous donne un petit peu le cadre. Alors pour commencer, réforme après réforme, on a beau toutes les années avoir des multitudes de réformes et les enseignants avoir ce genre de choses, et puis finalement le niveau dégringole toujours. Donc vous avez ici le classement PISA, qui est une référence au niveau du classement mondial des différentes écoles, et on voit que entre 2003 et 2024, à gauche 2003 et 2024, à peu près un peu plus de 20 ans, la France a énormément dégringolé, on le voit là au niveau graphique, mais en fait, en lecture, puisqu'il y a 3 compétences évaluées, les savoirs de base, en lecture, la France est passée de la 15e à la 28e position sur 85 pays. Donc elle est passée de 15 à 28. En maths, elle est passée de 11 au 23e rang. Et en sciences, elle est passée du 13e rang au 26e rang. C'est-à-dire qu'en effet, la formation intellectuelle et cognitive des enfants à l'école a beaucoup diminué. Encore là, ça part des années 2000.
Mais moi, quand ma fille elle est passée en 6e, j'ai trouvé un certificat d'études primaires de 1952. Même moi, j'étais pas capable de faire grand-chose alors que c'était en sortie de primaire. Et elle encore moins. Voilà. Donc, et pourtant, donc, on nous annonce cette année le programme EVARS. Donc là, vous avez la couverture et je l'ai fait ici, je l'ai imprimé pour ceux qui voudraient le voir. C'est à consulter. Hein, vous avez la totalité. Ici, vous avez la plaquette. Non, c'est même pas celle-là. Bon, ça c'est sur l'égalité, c'est un autre texte. Donc vous avez la totalité du programme là, qui va donc de la maternelle jusqu'au lycée. Hein, donc avec, et même les CAP aussi, ils prévoient ça. Donc, mais tout ça, donc c'est la vie affective, relationnelle des enfants, et puis la sexualité, mais tout ça n'aborde pas du tout le problème des savoirs de base. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en premier, donc qu'est-ce que c'est le contour global de ce programme EVARS, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc, qui est le donneur d'ordre, puisque bon, les parents et les enfants sont plutôt attentifs à ce qu'on leur apprenne à bien penser, et puis les choses de la vie, donc pas forcément la vie sexuelle. Hein. Donc, qui est le donneur d'ordre, d'où ça vient, parce que ce n'était pas dans un programme. Ensuite, comment ça se met en place, comment ça s'est mis en place au niveau juridique et autres. Quel contenu hein, il y a à ce projet-là, de l'éducation à la sexualité, dans quels objectifs, donc pour quel monde en fait, et puis on verra en dernier lieu donc que faire, hein, donc par rapport à ce constat-là que j'ai pu faire et que je vais vous partager aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vous avez Madame Borne qui est la recordman des 49.3 de la 5e, bon, après Rocard. Hein, Rocard c'était 28 49.3, alors 49.3 ça veut dire tout simplement que moi j'ai décidé de ça et il n'y a aucun débat démocratique. Hein, donc voilà. Donc, et elle a dit que c'était une réforme qui était indispensable. Elle a fait 23 49.3 quand même. Hein, c'est-à-dire qu'elle s'est passée du débat démocratique pour faire passer la politique de son gouvernement quand elle était Premier ministre. Et là, elle est au ministère de l'Éducation nationale et elle a dit que c'est indispensable. Donc, indispensable, mais il n'y a pas eu non plus aucun débat public ou de vote à ce sujet. Hein. Personne n'avait dans son programme, je me trompe, présidentiel, de mettre en place ce genre de choses. Et donc les parents, les peuples, même les enseignants et les professionnels de l'enfance qui s'occupent de la pédophilie, de tout un ensemble de choses, donc sont maintenus dans l'ignorance et puis là ils sont devant le fait accompli. Donc c'est plutôt antidémocratique. Alors, qu'est-ce qui est indispensable? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout EVARS, qui n'ont jamais entendu parler ou très peu, qui ne connaissent pas du tout le contenu? Bon, tout le monde connaît un petit peu, ça va, alors c'est bien. Je vais quand même dresser un petit panorama. Donc, alors, qu'est-ce qui est indispensable hein, selon Madame Borne et le gouvernement? Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire et incontestable institutionnellement, c'est-à-dire auprès de l'Éducation nationale, mais aussi juridiquement. Ben, en fait, ça part de la loi donc, du 4 juillet 2001, donc, qui allie la santé et l'éducation nationale. Donc, puisque c'est le Code de la santé, hein, cette loi du 4 juillet 2001, c'est celle sur l'IVG et sur la contraception. Et dedans, ils apportent une modification dans le Code de l'éducation. Et cette modification dans le Code de l'éducation oblige les établissements scolaires à au moins 3 séances d'éducation sexualité annuelles. Donc quand on me dit « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est ça ?» On me dit « C'est pas nouveau, ça fait déjà 20 ans, ça fait depuis 2000 que c'est obligatoire. » Sauf que, évidemment, les enseignants freinent énormément, je pense, ce genre de choses, et puis que les expérimentations sont assez épisodiques et ça ne se déploie pas en masse. Donc c'est du primaire, hein, cette obligation elle est du primaire au lycée, elle est pour les établissements aussi bien publics que les privés sous contrat,
et elle autorise les partenariats extérieurs. Donc c'est une loi assez générale avec l'éducation à la sexualité, etc., mais qui impose une obligation. Donc c'était le contexte donc, des années SIDA, etc., et ça aboutit à ça. Et aujourd'hui, donc, vous avez ensuite tout plein de réformes qui ont été faites par Luc Ferry, sur l'éducation à la sexualité, rien que sur l'éducation à la sexualité, par Luc Ferry, par Papendiaï, par, avant c'était, je ne sais plus qui, enfin bref, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une circulaire, donc pas besoin de modifier la loi, elle accepte tout, tous les programmes à la sexualité. Donc, puisqu'il y a un cadre qui a été mis par la loi. Et là, par contre, elle l'élargit à la maternelle. Elle a été faite, cette circulaire, elle a été mise au bulletin officiel de l'éducation nationale en 4 février 2025. Et donc, elle se différencie en deux choses. Il y a l'EVAR, éducation affective et relationnelle pour les maternelles et les primaires, et EVARS avec le rajout du S qui veut dire sexualité pour les collèges et les lycées. Donc applicable sur l'ensemble du territoire, c'est soutenu aussi bien par les syndicats que les parents d'élèves, il n'y a pas de grogne à ce niveau-là. Par contre, vous avez pas mal de tensions parce que ce programme EVARS, c'est une loi en Belgique, ça s'est appliqué, et il y a eu énormément de tensions là-bas, des parents, etc., qui ont rejeté cette loi. Mais nous, la loi, elle est déjà, là c'est juste une circulaire, c'est le ministre, il dit, ben voilà, maintenant il faut faire ça. Et la nouveauté aussi, c'est que EVARS aujourd'hui est lié à la citoyenneté, donc à des valeurs citoyennes, pour faire un bon citoyen, et aussi à l'environnement. Donc du coup, c'est ESCE, c'est-à-dire éducation sexuelle, à la citoyenneté et à l'environnement. On va voir comment c'est organisé institutionnellement par la suite. Et voilà, puis la Belgique, j'en ai parlé. Donc, et dernière chose, c'est que du coup, nul parent, nul personnel ne peut contester le contenu d'un enseignement. Et ça, c'est écrit texto dans la charte de laïcité, donc aux articles 11, 12 et 13. Il est marqué, nul n'a le droit de contester pour des raisons politiques ou religieuses un contenu d'enseignement, pas plus un enseignant que l'élève, et donc du coup pas plus que aussi un parent. Donc le pilotage dont je vous parlais, donc comment c'est institutionnalisé actuellement. Donc là je me base sur l'académie non pas d'Aix-Marseille, ils n'en parlent pas trop, mais je ne sais plus, donc elle est à Toulouse je crois, où j'ai pris ce tableau. Donc vous avez au niveau académique, donc en bleu, le comité académique donc d'éducation à la sexualité, citoyenneté et environnement. Ensuite au niveau départemental, c'est le département. Donc comité départemental SCE, et ensuite donc vous avez les collèges qui à chacun, donc il y a un comité où on fait participer les élèves pour mettre des volontaires, pour mettre en place ce genre de comité, de projet d'établissement. Et puis pour les écoles et les maternelles, là c'est pareil, c'est un comité de pilotage, mais là c'est le directeur de l'établissement et un inspecteur de l'éducation nationale qui sont chargés de ça, avec le comité donc, interdegré, c'est-à-dire qui vérifie la cohérence entre la maternelle, donc sur un territoire, la maternelle, le primaire, le lycée, donc c'est interdegré. Donc je vous ai mis, parce que évidemment moi je suis comme Saint Thomas, donc je vais voir les choses et je vérifie par moi-même, je pense que vous aussi, donc je vous donnerai, j'ai prévu donc des conseils de lecture et puis toutes les sources je les ai mises sur ces documents-là, j'en ai fait une vingtaine, je pense que ça suffira, si ça ne suffit pas on pourra peut-être faire des photocopies ou les envoyer par mail. Ils sont là sur le point. Donc vous avez par exemple ce site internet pour aller voir. Alors de quoi parle-t-on? Alors on ne parle pas de lecture ni d'écriture de tout ça, donc on parle de vie affective. Ici vous avez la copie écran donc, de l'Académie d'Aix-Marseille.
Donc, je vous ai mis le lien pour aller voir justement sur le site, parce que dessus, vous avez tous les textes. Donc, ils mettent en ressources tous les textes que vous pouvez aller voir. Les projets qui ont déjà été faits avec les photos, les supports pédagogiques, des vidéos du responsable, alors qui contactait aussi à l'académie, qui est chargée de ça. Vous avez tout un ensemble de choses, et notamment une vidéo qui explique donc l'éducation à la sexualité, que ça vient notamment de la définition de l'OMS en termes de santé sexuelle. Et que donc ça aborde l'identité, je ne sais pas si vous voyez bien, donc le champ psycho-émotionnel, donc là on est vraiment dans le domaine de la psychologie, donc le champ psycho-émotionnel, donc tout ce qui est intimité, tout ce qui est orientation sexuelle, c'est-à-dire comment je me sens, j'ai beau avoir un corps d'homme, si je me sens femme ou pas. Et vice-versa, mais aussi le genre et les valeurs, donc dans le champ social et juridique, donc tout ce qui est culture, ethnique, religion aussi, par rapport au rôle des hommes et des femmes, du genré. Et puis vous avez sur le champ biologique, que nous, vraisemblablement, d'après notre âge, on a plutôt eu, c'est-à-dire comment, en collège, comment fonctionne un peu le cycle menstruel, enfin ce genre de choses, la reproduction et autres. Voilà, donc on voit bien là alors sur le côté, vous voyez, vous avez ce que je vous disais, vivre ensemble, vous avez toutes les références avec les contacts, voilà, vous naviguez dessus, c'est assez relativement bien fait. Et donc par exemple, vous avez ce type d'information comme là, qui a été fait, des actions, donc, LGBT. Alors vraisemblablement dans l'académie, c'est quand même centré, en tout cas ce qui est affiché sur le site, c'est surtout les collèges et les lycées. Et puis il n'y a pas énormément d'événements, mais vous pouvez naviguer dessus pour voir. Ça c'est à Martigues, ça s'est fait au collège. Alors en tant que psychologue social qui connaît un petit peu toutes les techniques de manipulation, j'ai été formée par Robert Vincent Joulet sur les petit traité à l'usage des honnêtes gens, je ne sais pas si vous connaissez, donc il a popularisé un petit peu tous les travaux de psychologie sociale pour justement se défendre intellectuellement contre toute cette machinerie de psychologie comportementale qui veut nous amener là où on ne veut pas, donc qui nous manipule. Et donc, du coup, ce qui apparaît, c'est qu'en fait, la loi de 2001 est un peu un fourre-tout et c'est la technique du doigt dans l'engrenage. En psychologie, on peut dire pied dans la porte, après on peut parler de fenêtre d'Overton, enfin c'est un petit peu toujours le même principe, c'est-à-dire que d'abord il y a un effet cliqué, donc qui est juridique, qui met un contenant, donc, et qui peut plus, après on ne peut plus retourner en arrière. Donc c'est cette loi qui est la référence, qui est un peu fourre-tout, et après avec une simple circulaire, on peut changer et l'ampleur, donc là on l'a vu, on voit, ça prend même la maternelle dès 3 ans, puisque la maternelle maintenant est devenue obligatoire. Et puis on peut la modifier sans limite, donc contenu et aussi ampleur. Et tout ça, c'est en fait un système qu'on appelle un système ouvert, c'est-à-dire qui permet donc de téléguider un système de l'extérieur. Alors bon, ça j'ai fait des conférences sur la cybernétique, le management, tout ça, c'est-à-dire que tout ça, un système ouvert, donc je crois que je l'ai mis par la suite. Alors un système, ça peut être une société, une organisation, un groupe humain, etc. ou une machine, un ordinateur, autre. Et donc c'est d'ailleurs à la base de cette théorie-là, la théorie de la communication, que vous avez la création de l'intelligence artificielle, Internet et tout. C'est grâce à ces systèmes ouverts, puisque Internet est un système ouvert, que ça permet justement de faire avancer et téléguider les systèmes de l'extérieur. Donc, vous avez 3 types de systèmes. Le système isolé, il est tout seul, il vit tout seul, il n'a aucun échange avec son environnement. Bon, ça n'existe pas vraiment sur notre planète. Ensuite, vous avez les systèmes fermés, donc, qui en fait ont des échanges avec leur environnement, mais qui s'auto-organisent, comme par exemple notre corps. Il y a la peau, donc on est en échange avec le reste, mais on n'est pas ouvert. On est, même au niveau psychique, voilà, le moi, la constitution du moi est important pour ensuite avoir des relations saines.
Et puis vous avez les systèmes ouverts, donc qui là par contre ouvre et permet d'échanger et de faire évoluer le système en fonction de l'environnement dans lequel il est, c'est-à-dire abolir un petit peu la frontière entre le système et l'extérieur. Bon, je ne vais pas aller plus loin, peut-être je n'ai pas mis, mais vous avez Philippe Breton qui a écrit L'utopie de la communication, le mythe du village planétaire, et dedans il explique donc justement la théorie de la communication, comment s'est mis en place Internet et tout ça. Et donc là, au niveau juridique, on a exactement le même système, c'est-à-dire on a un truc de base qui fait cliquer, et ensuite, les ministres, comme ils veulent, sans les votes des peuples, même contre leur avis, avec une simple circulaire, ils imposent aux enseignants de changer leur contenu et de leur imposer de faire un programme. Donc, c'est une technique d'ingénierie sociale qui est totalitaire, donc, et ici, alors spécifiquement dans l'éducation à la sexualité, parce que là, l'État entre et s'ingère dans la constitution de l'identité sexuelle et l'intimité des individus. Et c'est subversif puisqu'en fait on ne s'en rend pas compte. Et que quand on dit en effet, ah mais qu'est-ce que c'est nouveau, ben non, c'est pas nouveau, ça date de 2020, de 2001, pardon. Alors, qui commande ce système-là? Parce qu'en fait, donc ce programme EVRAS, il vient de la stratégie de santé, donc là aussi on voit qu'il y a bien l'alliance entre la santé et l'éducation, de la stratégie nationale de santé sexuelle, donc 2017, donc le sacre de Macron, hein, et 2030, qui est dans pas très longtemps, puisque c'est dans 5 ans. Et donc le programme EVRAS s'inscrit dans cette stratégie-là. Vous avez, donc je ne vais pas faire parce qu'il y en a énormément, je n'ai pas tout mis sur la flèche, vous imaginez bien. J'ai mis simplement donc 1995, donc la déclaration de Beijing, Pékin, hein, de Pékin, donc qui a, donc c'était sur les femmes. Ensuite, vous avez donc la loi de 2001 hein, de la France. Ensuite, vous avez la déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Alors, l'IPPF, c'est le planning familial qui a des ramifications dans tous les pays, et nous on a notre planning familial aussi, mais il y a une instance qui a décrété qu'en effet les droits sexuels que le sexuel était un droit. Alors justement, Ariane Biléron dont je vous parlais, parle beaucoup de ce texte-là parce qu'en fait, il y a énormément de techniques de manipulation dans cette déclaration-là et elle est normalienne et elle est très attentive au sophisme, c'est-à-dire aux techniques de manipulation du langage qu'il y a et elle analyse ces textes de façon extraordinaire dans cet ouvrage-là de référence qu'elle a écrit en 2017 mais qui a été réédité, qui est actualisé régulièrement. Ensuite, donc, vous avez la Convention d'Istanbul, on la verra tout à l'heure, parce que c'est elle qui a fait rentrer le genre, la théorie du genre, dans le droit. Donc, c'est le Conseil de l'Europe, hein. Ce n'est pas l'Union européenne, parce que le Conseil de l'Europe, c'est 46 pays, puisque la Russie est partie, là, récemment, elle n'y est plus. Donc 46 pays, beaucoup plus que l'Union européenne, hein, en fait, qui comprend aussi le Groenland, la Suisse, tout ça. Et en fait, ce Conseil de l'Europe, il est chargé, donc ça fait partie de l'État de droit européen, mais ce Conseil de l'Europe, il est chargé de faire appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, donc les droits humains, les fameux droits universel, voilà. Ensuite, le rapport, j'ai mis le rapport de l'Union européenne sur l'élimination des préjugés de genre. Ensuite, donc, vous avez les standards de l'OMS que je vais détailler tout à l'heure, hein, les standards d'éducation de l'OMS, donc les recommandations de l'OMS. 2010. Ensuite, donc, vous avez aussi au niveau de l'Union européenne et puis la France, donc la stratégie dont je vous parlais, qui aboutit à justement le programme EVRAS. Donc pour en savoir plus, alors parce que Ariane a écrit ce livre-là, mais il y avait aussi un collectif de professionnels, il y a eu l'appel de Maurice Bergès, il y en a qui ont connu en 2017, 2018, non bon. Ils avaient fait une pétition parce qu'en fait,
Déjà à l'époque, il y avait l'éducation à la sexualité et personne n'avait sollicité les professionnels de l'enfance. Donc ils ont analysé de façon professionnelle tous ces textes-là, la chronologie, enfin, c'est une banque de ressources. Je vous l'ai mis aussi sur votre liste là. N'hésitez pas à aller voir, il y a aussi des témoignages avec des analyses de cas. Enfin voilà, c'est assez intéressant déjà en 2017. 2018. Il n'est plus trop actualisé aujourd'hui, je crois, mais les textes restent extra... Enfin, de toute façon, c'est toujours les mêmes textes qui sont à la base, hein, donc l'analyse reste vraiment la même. Alors, donc, l'éducation à la sexualité complète, donc l'ESC, donc, est en réalité dans l'agenda 2030. Hein. On voit là, vous avez l'UNESCO, hein, qui est une des instances. Aussi, il y a l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, mais il y a l'UNESCO, donc, qui est chargée au niveau mondial de l'enseignement, de la science et de la culture. Hein, j'en parlerai tout à l'heure du premier président de l'UNESCO et des objectifs de cette institution. Et on voit donc le petit logo, vous voyez en haut la petite roue là, en fait c'est l'agenda de ce qu'on appelle l'agenda 2030 avec les 17 objectifs mondiaux qui ont été donnés aux pays qui ont ratifié cet accord-là. D'ailleurs, Trump est en train de mettre un coup de pied là-dedans. Pour un monde soutenable. Hein, c'est pour ça aussi que maintenant l'éducation à la sexualité est liée à l'environnement. Parce que en fait, vous avez la santé, c'est le 3, vous voyez en vert. Et l'éducation, c'est le 4. Hein. Donc l'UNESCO est notamment là sur ces critères, ces principes directeurs. Hein. Donc c'est adressé aux dirigeants des pays et aux instances, donc au ministère de l'Éducation nationale, etc. Donc les principes directeurs de l'éducation à la sexualité. Donc vous avez bien marqué éducation 2030 en bas, avec l'UNICEF qui s'occupe des droits de l'enfant, avec différentes associations et bien sûr l'OMS et l'ONU. Et aussi, donc, vous avez tout ça en partenariat public-privé, parce que notamment Bill et Melinda Gates, on a su hein, pendant la période de Covid qu'ils finançaient l'OMS, et les vaccins, etc. Mais en fait, ils ont aussi un site, alors je l'ai mis, je crois, là-dessus aussi, mais sinon vous tapez Goalkeeper, ça veut dire gardien de but, puisque goal, ça veut dire, donc c'est objectif, hein, nous on dit objectif en français, mais il y a 17 objectifs, et donc notamment pour la France, c'est Hervé Berville, qui est un député LREM et qui est secrétaire d'État à la mer, qui est chargé donc de suivre hein, ces indicateurs-là et qui est le référent. Bon, bien sûr, il y a aussi le ministre à la transition et développement durable. Donc, en partenariat public-privé, en niveau mondial, pour mettre en place des objectifs mondiaux que tous les États signataires doivent respecter et atteindre. Donc ça c'est l'ONU, hein, vous avez dit, je vais trouver un petit schéma, donc vous avez à l'UNICEF tout ce que je vous ai dit. Il y a aussi les droits de l'homme, il n'y était pas sur, mais pareil, hein, les déclarations universelles des droits de l'homme, il y a un comité qui est pareil au niveau mondial. Alors comment ça fonctionne tout ça? Parce que nous on n'est pas au courant quand même. Hein. Il y a tous ces textes-là, l'agenda 2030, mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler un candidat à l'élection ou un politique de l'agenda 2030? Non, moi non plus. Même François Céline. Alors, tout ça, ça vient de quoi? Là, c'est un texte de l'UNESCO que j'ai encadré. En fait, c'est écrit dans différentes choses. Hein. C'est qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lié à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein, donc, voilà, la première flèche rouge. Et donc, c'est en bas la deuxième flèche, c'est obligation de garantir les droits à la vie, à la santé et à la non-discrimination et à l'information. C'est-à-dire que les États ont obligation de faire ça. Hein, donc, d'éduquer et de respecter les droits à la santé. Ce sont des droits civiques. Et donc, elles disent bien que c'est l'éducation complète à la sexualité humaine. Ça, c'est la dernière flèche.
Donc en bas c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, et puis vous avez en Europe, donc puisque je vous ai dit, hein, le Conseil de l'Europe est chargé de faire respecter ces droits de l'homme là au niveau de l'Europe. Donc là vous avez aussi des textes que j'ai mis dans la liste qui est censé contribuer à rendre la société plus sûre et inclusive, hein, ça, ce mot-là évidemment, on l'entend de plus en plus, ça vient aussi de là. Et les droits sexuels, le planning familial, qui n'est pas une obligation, puisque c'est quelque chose de privé, hein, c'est une ONG, mais par contre, eux, ils veulent rentrer dans les droits humains. Mais pour l'instant, ça n'y est pas, mais bon, il y a quand même une confusion à ce niveau-là. Alors, sur les droits de l'homme, donc j'ai oublié de le prendre, mais j'ai lu, moi, suite au Covid, donc le livre de Barbara Stiegler et de François Herrat, qui s'appelle Santé publique année zéro. Et j'ai découvert, parce que ce sont des spécialistes de la santé publique, que en fait les responsables de santé publique étaient tout à fait au courant que c'était en effet cette déclaration universelle des droits de l'homme qui met les droits individuels supérieurs aux droits publics, donc aux lois qui ont été faites par la volonté générale, et ça a donné à l'époque la loi Kouchner, qui a remis en cause donc l'autorité du médecin, et qui a aussi mis la loi sur le dossier, etc. C'est-à-dire pour rendre l'individu responsable de sa santé. Donc eux trouvent que c'est une expérimentation démocratique, cette charte d'Ottawa, donc de 86, hein, au niveau mondial. Hein. Ça a été pour eux donc c'est l'OMS, hein, pour eux c'est une expérimentation extraordinaire démocratique, que l'individu soit et que la souveraineté nationale ne dirige plus la santé dans un pays. Donc ils sont tout à fait au courant qu'on n'a plus de souveraineté au niveau de la santé, et même ils le préconisent. Et par contre, la seule chose, c'est qu'ils se sont bien rendus compte que ça avait généré une politique très liberticide. Et par contre, ce qu'ils dénoncent, c'est qu'en effet, étant donné qu'en anglais, il y a le terme people qui est ambigu, ça veut dire en même temps groupe, ça veut dire en même temps individu, ça veut dire plein de choses, ça a donné dans la déclinaison un homme néolibéral, c'est-à-dire que chacun était responsable de sa santé. Donc ils ont continué à supprimer des lits, ils ont continué à détruire l'hôpital, tous les services publics et tout ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça santé publique année zéro, parce qu'en fait cette crise-là a servi, étant donné que la souveraineté nationale avait disparu et le peuple français ne pouvait rien faire pour se protéger, et bien du coup, ce n'était pas les individus ni les groupes qui pouvaient, puisque ça s'était appliqué à tout le monde. Et du coup, ça a continué à détruire nos services publics, et ça a fait avancer le néolibéralisme. Puisque bon, ils sont plutôt, eux, de gauche. Donc, je ne sais pas qui le savait, qu'en effet, cette souveraineté nationale avait été, dans le domaine de la santé, avait été détruite par cette charte d'Ottawa. Il y en avait qui le savaient? Non, voilà. Alors, c'est un tout petit fascicule, il ne coûte pas très très cher. Franchement, c'est assez impressionnant parce qu'on se rend compte que même ceux qui sont responsables de la santé publique, ils sont tout à fait au courant qu'on n'a plus le pouvoir. Voilà. Et ils ont remplacé ça par un pouvoir individuel et le pouvoir des minorités, c'est-à-dire que vous avez des lobbies, des groupes qui peuvent faire pression justement sur les politiques, sur la Cour européenne de justice, etc., pour faire plier les États et faire changer les lois. Donc, autre exemple, donc là c'était par rapport au Covid, mais vous avez par rapport à la théorie du genre, hein, on a vu tout à l'heure qu'au niveau psychosocial, il y avait l'orientation du genre, l'identité de genre, donc on en entend parler, qui fait partie de l'idéologie woke. Hein, j'ai un sondage, je crois que je l'ai amené, donc, où ils interrogent justement les Français en 2021 sur ce qu'ils pensent du woke. Voilà, mais la majorité ne connaît pas du tout, enfin bref. Je ne vais pas aborder ça du tout, mais bon, la théorie du genre,
le genre fait partie en effet des valeurs woke. Et donc, alors que donc le fait qu'on soit homme et femme est directement lié à notre ADN, hein, soit on a les chromosomes XX ou XY, et bien pourtant, donc, vous avez l'identité de genre et la théorie du genre qui prône que ce qui prime, ce n'est pas notre ADN et la réalité biologique, mais c'est le désir et comment je me sens. Voilà. Et ça, c'est lié à la Déclaration des droits de l'homme. Là, je vous ai mis l'autre livre hyper important, intéressant, de Gregor Pupin, c'est Les droits de l'homme dénaturé, qui analyse l'historique de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et qui explique comment le compromis qui a été fait sur la nature de l'homme, qui a été mal fait entre les athées, enfin, les différentes religions et les courants eugénistes, les courants chrétiens, etc., qui sont arrivés à une définition de la nature humaine qui est pas bonne, qui est un compromis qui est vicié, et qui fait que du coup, ça crée des droits qui sont antinaturels, hein, et qui donnent aux individus la possibilité donc d'attaquer un État parce que leur propre désir, leur propre volonté n'est pas satisfait. Et la Cour européenne, et dedans vous avez toutes les jurisprudences européennes qui ont été imposées petit à petit à tous les États d'Europe. Et c'est très détaillé, c'est très intéressant, et la bataille qu'il y a eu au niveau idéologique là-dessus. Ça a donné notamment en 2021 la circulaire de l'éducation nationale et qui donne le droit à tout élève de demander à changer d'identité, donc changer son prénom. Ben, si ma fille, par exemple, elle avait une petite fille, ben, elle avait demandé qu'on l'appelle, je ne sais plus comment, Jordan, voilà, alors que elle s'appelait Séverine, et voilà. Donc, cette circulaire dit que les élèves ont tout à fait le droit de le faire. Alors par contre, ils disent que c'est avec l'accord parental. Mais que si les parents ne sont pas d'accord, il faut vraiment faire le médiateur parce qu'il faut faire respecter les droits de l'enfant. Quelqu'un était au courant de cette circulaire? Oui. Voilà, donc tout ça vient de cette application des droits de l'homme. Vous avez un deuxième texte au niveau juridique qui est important, c'est le totem de l'état de droit, l'état de droit européen. Donc lui, c'est un avocat. Alors, lui, là, Gregor Pupin, c'est un expert en droit international, docteur, et qui travaille pour le Saint-Siège. Bon, donc c'est une source assez fiable, on va dire. Mais qui parle d'où il est, hein, c'est-à-dire avec l'idéologie que la souveraineté n'appartient pas au peuple, parce que pour les religieux, c'est pas l'humain qui a la souveraineté, il n'y a que Dieu. Hein, donc il parle aussi de cet angle-là, mais ça c'est autre chose. Et puis, donc, vous avez le deuxième, c'est un avocat, c'est Ghislain Benessa, qui parle du totem de l'état de droit et qui explique que depuis le début de la formation de la fac de droit, on explique que les pays souverains ne sont pas souverains, qu'en fait, il y a un état de droit qui est au-dessus et qui oblige les pays à respecter, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, donc la déclaration de 1948, puisque c'est son rôle. Donc, cet état de droit européen qui impose aux pays de changer leurs lois, sans l'avis des peuples, hein, tout ça bien sûr. Donc il y a la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, donc qui là est chargée de faire respecter les traités, donc le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, le traité de Rome, etc. Donc c'est la seule justice qu'elle rend, c'est ça, c'est est-ce que les États respectent les traités européens. Et s'ils ne respectent pas, ils sont condamnés, ils sont comme la Pologne récemment, nous pour les OGM, ils nous ont condamnés par jour de retard pour introduire les OGM, etc. etc. Donc il y a cette Cour de justice de l'Union européenne. Donc l'Union européenne n'a pas de compétences là-dedans. Par contre, il y a plein d'articles et de références à l'intérieur, notamment la Charte européenne des droits fondamentaux qui reprennent la Convention des droits de l'homme.
Après, vous avez la libre circulation aussi. Hein. Si vous avez un pays qui a autorisé le Pacs ou le mariage homosexuel, c'est pas normal que s'il vient en France, on ne reconnaisse pas qu'ils sont mariés et qu'il n'ait pas des impôts. Enfin voilà. Donc, ils interviennent indirectement. Et puis, la deuxième chose, donc c'est là, j'en ai parlé à la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui est à Strasbourg, et qui fait partie du Conseil de l'Europe. Et là, donc, on va voir la Convention d'Istanbul qui a fait rentrer celle-là, ouais, voilà. Donc a fait rentrer le genre, la théorie du genre, c'est-à-dire ce découplage, hein, c'est-à-dire mon désir est supérieur, mon corps, mon esprit domine mon corps. Donc dans le droit français, donc là vous avez la référence aussi là-dessus pour ceux qui veulent aller la lire en français. J'ai essayé de trouver des sources francophones, a priori je les ai toutes trouvées. Voilà, donc je vous disais, un Conseil de l'Europe, 46 pays. Donc, cette convention de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes dit que c'est fondé, la violence contre les femmes est basée sur le genre et que donc les femmes sont, donc c'est un présupposé hein, le fondement de ce texte-là, c'est que les femmes sont maintenues dans une position de subordination au rapport aux hommes. Et dans la définition, mais je ne vais pas aller, parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais... Ah oui, ça fait presque une heure qu'on y est, non? Donc ils parlent bien, par exemple, ils incluent les filles de moins de 18 ans aussi, hein, donc il n'y a pas de limite d'âge d'enfants, il n'y a pas de différence avec les enfants par exemple. Alors du coup, on est dans le système de soft power et de gouvernance mondiale qui est totalitaire, puisque ça va même jusqu'à l'intimité de la construction des enfants et puis au-dessus de l'autorité parentale, hein, parce qu'on ne demande pas aux parents ce qu'ils pensent de ça. Et donc, qu'est-ce qui détermine le programme des prochains candidats en 2027, puisque l'agenda 2030, ce sera 3 ans après. Donc, j'ai trouvé le site, qui n'existait pas il y a 1 an et demi, je ne crois pas si, où je ne l'avais pas vu, agenda2030.fr, et là, vous trouvez la déclinaison de la fameuse roue, là, des 17 objectifs, et de la France. Donc, on voit là les verts et le rouge. Le vert, c'est la santé, et le rouge, c'est l'éducation nationale. Donc la France n'est pas trop mal placée dans ces objectifs-là. Hein. Et puis surtout, ce qu'on apprend, et vous pouvez aller sur le site, il y a plein de choses, même moi, je m'en suis rendu compte, c'est en préparant que je l'ai trouvé. Et vous avez donc des tableaux, c'est en fait un suivi de data, de données, qui sont les mêmes, donc en fonction de cet objectif-là, c'est du management, un objectif de management par objectif, donc l'objectif est fixé, et ensuite vous avez des outils de suivi numériques qui sont standardisés donc au niveau des pays, donc France, Europe, Eurostat et ONU. Voilà. Et donc là on voit bien hein, les outils de suivi, et c'est Macron en 2019 qui a mis en place toutes ces structures de suivi d'objectifs. Alors, concernant les enfants, alors là on aborde... ça va, j'ai perdu personne là? Peut-être un peu longue, mais... Alors, la santé sexuelle et la stratégie des standards d'éducation sexuelle, parce que du coup, il faut éduquer les enfants à la sexualité, et il faut... Donc là, vous avez l'OMS qui a édicté un guide qui est dans un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités donc compétentes en matière d'éducation et de santé, et les spécialistes. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout pour les parents ni les citoyens, hein, c'est un cadre de référence pour les pédagogues, ou ceux qui sont, en tout cas, qui dirigent la pédagogie. Donc, ça a été publié en 2010. Il se réfère aux droits sexuels là, du planning familial international dont je vous ai parlé. Il y a et puis des ONG, donc, qui sont LGBT, etc., etc. Mais en fait, vous n'avez
aucune caution scientifique là-dedans. Ou alors Kinsey, donc Ariane Villera en parle, mais Kinsey, mais le cadre scientifique de la sexualité humaine actuelle, et c'est un cadre assez catastrophique, puisqu'en fait Alfred Kinsey était lui-même pédophile et un pervers sexuel, etc. Donc il était entomologiste, mais il a fait ses études. Donc vous avez notamment Judith Reichmann, une américaine, qui a travaillé sur ce monsieur et sur la révolution sexuelle qu'il y a eu donc suite à son rapport pseudo-scientifique, mais en fait qui n'est pas du tout... Alors, il y a une matrice, donc on voit en bas, donc une matrice, c'est-à-dire que pour chaque tranche d'âge, 0-4 ans, 4-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans, 12-15 ans et 15 ans et plus, vous avez un tableau avec les informations qu'on doit leur donner, donc les savoirs qu'on doit leur donner, les savoir-faire et les savoir-être pour chaque classe d'âge. Autre chose qu'on peut noter, c'est que, en gros, si le ressenti est agréable, ben c'est que c'est OK, c'est qu'il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut refuser, donc dans une logique hédoniste, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit violent. Or, on sait que les pédophiles, ils ne le font pas en général par la violence, sinon ça s'appelle un violeur. Les pédophiles et tout ce qui est inceste, c'est plutôt de la manipulation avec des bonbons, avec... Voilà, et ça ne se fait pas forcément dans la violence, mais plus par la manipulation. Et ce texte donc est standardisé, et vous allez voir, on va prendre juste pour exemple la classe 0, donc la naissance, hein, à 4 ans, puisque en fait pour l'OMS, la sexualité commence dès 0 ans, ce qui est une hérésie, et donc ça met en place des normes sexuelles et aussi des prescriptions, puisqu'en fait on informe des choses et qu'ensuite on apporte la compétence. Voilà. Et donc qui est lié justement à mon désir est roi, et donc je dois le mettre en place. Et puis ensuite, donc vous avez une chose qui revient aussi tout le temps à toutes les... c'est le savoir dire non. Donc on leur apprend à savoir dire non. Dès 0 ans. Alors, c'est ce qui est... Alors, on parlait du consentement tout à l'heure, hein, ça a lié à mon consentement, mais le savoir dire non, donc aujourd'hui, c'est 15 ans. C'est-à-dire, si je consens, parce qu'il y a une protection des enfants hein, par rapport à la pédophilie et tout ça, donc c'est 15 ans. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Voilà. Par contre, cette clause-là, si depuis qu'il a 3 ans à l'école maternelle, on lui apprend à dire non si c'est pas OK, donc au procès, s'il y a un procès, on dira ben non, il était consentant. Donc s'il n'y a pas de limite de consentement d'âge, donc on peut aller très rapidement vers l'école obligatoire. Les enseignants ont appris à dire non si c'était pas agréable. Voilà. Donc c'est extrêmement pervers. Et donc, oui, autre chose, c'est vrai que le fait de savoir dire non, c'est je suis moi autonome et je suis auto-entrepreneur de moi-même. Donc on responsabilise aussi l'enfant. Ah, mais tu n'as pas su dire non. Alors qu'on sait très bien que dans ce genre de situation, il y a des états de sidération où on est immobilisé. Et ça, les professionnels de l'enfance, là dans le site que je vous disais, ils expliquent très très bien tout ça. Plus que moi qui ne suis pas clinicienne et qui n'ai pas travaillé avec des enfants qui ont été abusés et tout ça. Et ça, c'est extrêmement... Et c'est pour mettre en place cet homme néolibéral qui est responsable de lui-même, sans état-providence, personne ne le protège. Il y a que, on lui donne simplement les informations pour qu'il puisse se faire... Mais dès 0 ans, quoi. Alors, je vous montre rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais voilà, hein, donc cette matrice. Donc, vous retrouvez dans les compétences de 0 à 4 ans, au niveau de la sexualité, hein, c'est bien sexualité, curiosité pour son propre corps et le corps des autres.
Et dans les informations, on leur parle de maturation infantile précoce, donc on leur parle de... Donc il est écrit par l'OMS, ça. Bon, après, il y a qu'est-ce qu'en font les enseignants, qu'est-ce qu'en font les pays, après quand ils déclinent ça, pour que ce soit acceptable. Hein. Comment ils y vont petit à petit pour... mais le cadre de référence, il faut savoir que c'est celui-là. Et il ne s'en cache pas, hein, dans le site de l'Académie d'Aix-Marseille, le monsieur qui explique, il prend bien la santé de l'OMS. Donc au niveau des émotions, donc vous savez dire oui, dire non, et puis exprimer son propre besoin de vie privée à 0,4 ans. Oui. Voilà, et les sensations, les sensations et les sentiments, etc. Voilà, donc ça c'est 0,4 ans. Et puis c'est pas fini. Oui, pardon. Vous avez défini que le consentement c'est à partir de quel ans? Je crois, oui. À moins que ça ait changé. Mais... je sais qu'ils ont essayé de revoir ça. Mais... Donc ça veut dire que si ça commence à partir de 15 ans, avant c'était un interdit. Oui. Donc en fait, pourquoi on doit dire oui ou non si c'est un interdit? Ben, justement, parce qu'il y a quand même des abuseurs, hein. Il y a quand même des viols, des choses comme ça. Donc en effet, ben, s'il y a ça... si par exemple vous avez un enfant qui a 13 ans et puis que vous avez je sais pas, un majeur qui a 30 ans et qui a des relations sexuelles avec votre enfant, vous pouvez attaquer parce qu'elle n'a pas 15 ans. Pourquoi on ne dit pas aux enfants, plutôt que de leur dire est-ce qu'il faut que tu dises non, pourquoi on ne leur dit pas c'est un interdit? Ah oui, mais ils disent aussi, hein. Vous êtes dans les informations, ne vous inquiétez pas. Mais là c'est 0,4 ans, donc ils disent comme ça. Alors après, comment on le traduit à 0,4 ans? Enfin, je ne sais pas si vous avez eu un enfant, mais bon... Ils n'ont pas les structures cognitives. Enfant, ça veut dire qu'il ne sait pas parler. Donc c'est le parent qui est responsable et qui est le contenant et qui doit protéger son enfant. C'est pas possible de dire non à son âge, le cas des incestes et tout ça, c'est ben non, c'est mon parent, voilà, ben c'est que ça se fait. Enfin... Ah oui, alors pardon, oui, bon, là aussi c'est pareil, hein, on retrouve sexualité et droit, ben tiens, ils doivent en parler là peut-être. Peut-être plus tard, je crois que c'est à 9 ans qu'ils disent connaître les droits sexuels, donc la législation et tout ça. Voilà, donc on retrouve toujours dire oui, dire non. On retrouve la santé et le bien-être aussi, hein, avec la conscience qu'il est juste de demander de l'aide, par exemple, le droit d'être en sécurité, d'être protégé, etc., etc. Le droit d'explorer la nudité et le corps et d'être curieux. Donc moi, quand il y avait les gilets jaunes, j'étais allée au rond-point, j'étais en Isère, et il y a un papa qui m'expliquait qu'il avait son fils qui était en maternelle et qu'il avait eu des attouchements à une petite fille. Alors je dis, et qu'on lui avait dit d'amener chez le psychologue, et comme il savait que j'étais psychologue, et donc il me dit, mais oui, mais vous savez, mon fils m'a dit que c'est parce que c'est la maîtresse à la maternelle qui les a incités en effet à toucher, à découvrir le corps, leur propre corps, etc. Alors je ne sais pas comment, il ne m'a pas expliqué, mais bon. Et du coup le petit garçon il dit bah oui mais c'est la maîtresse qui nous a dit que... Et alors quand il est allé la voir, il lui a dit mais attendez c'est quoi, qu'est-ce que vous faites à vos enfants? Et elle lui a répondu ah ben oui maintenant c'est comme ça, elle venait sortir de l'IUFM, elle était toute contente de mettre en place ce qu'on lui avait dit de faire, et donc elle lui a dit ben si vous êtes comment dire, comme votre enfant ben ça ne lui convient pas, enfin en gros c'est un pervers, hein. Et bien du coup vous ne le mettrez pas, je vous appellerai, je vous dirai quand est-ce que je le fais et puis vous ne le mettrez pas. Donc il devait se débrouiller pour quand elle lui disait voilà. Sauf qu'aujourd'hui c'est obligatoire, à l'époque la maternelle n'était pas obligatoire. C'est un exemple à moi, peut-être que vous en donnerez. Oui. Excusez-moi, juste je m'interroge parce que j'ai imprimé le programme, je ne vois pas, il n'y a rien d'écrit sur... Oui, là j'analyse le... Oui,
Oui, là j'analyse, pardon, alors j'ai peut-être pas été claire, ça c'est le programme, les standards d'éducation sexuelle, le cadre de référence dans lequel s'inscrit EVARS, ou l'EVARS Belgique, etc. Mais vous avez entre le cadre de référence avec cette matrice-là et en effet ce qui est digérable, entre guillemets, par les parents, par les enfants, par tout ça, vous avez au fur et à mesure des expérimentations qui ont été faites, parce que moi je vous dis 2017, mais déjà dès avant, puisque dès 2001, ils ont essayé de faire de l'éducation à la sexualité, donc les expérimentations ont montré que pour pas trop crisper les parents, pour pas trop crisper les instituts, pour pas trop crisper, il fallait utiliser la vie affective, la vie relationnelle, donc c'est très édulcoré. Hein. Mais pour savoir réellement ce qui se cache derrière tous ces mots-là, en sachant qu'en effet, les enseignants et les adultes, eux, évidemment, ils trouvent ça absolument ahurissant. Hein. Et que du coup, ils protègent énormément aussi les enfants. C'est quand même le cadre de référence mondial. Et il faut savoir que cette éducation à la sexualité, dans les pays en développement, ils leur donnent des subventions s'ils éduquent les enfants comme ça, par exemple. Hein. C'est assez... J'avais vu un témoignage de ça, c'était ahurissant. Dans des pays où la religion est très importante, on n'est pas dans la libérale comme nous, quoi. Alors, le cadre de l'OMS, donc c'est une politique qui est antinaturelle et qui viole les stades de l'enfant. Alors là, je me réfère à un pédopsychiatre donc, qui est Régis Bruno, qui travaille avec Ariane Biléran. Il a fait préserver l'innocence des enfants. Donc lui, il explique très bien qu'en fait, pour tous les mammifères, il y a des stades de développement. On n'acquiert pas la compétence mature dès le début. Il y a plein de prérequis qui sont à mettre en place avant. Par exemple, pour marcher, je dois avoir suffisamment de muscles, je dois avoir pour ensuite mettre un pied devant l'autre. Mais ça se fait par étapes. Et si on essaye de faire marcher un enfant avant qu'il ait acquis les prérequis, ça fait des catastrophes. Ça peut générer des jambes, enfin voilà, des problématiques. Et en fait, là, c'est la même chose qui se passe, c'est que l'OMS présuppose que parce qu'on a un sexe ou qu'il y a des érections chez le petit garçon, alors il y en a même qui disent que même dans le ventre de leur mère, on a vu des érections, ça veut dire qu'ils sont sexuels. Non, c'est pas parce qu'il y a ça, qu'il y a un réflexe biologique, ou alors parce qu'un enfant se tripote, parce qu'il explore son corps, et puis que ça lui fait plaisir, et puis que c'est très bien dans sa chambre, qu'il est sexualisé. Hein. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Mais l'OMS, avec ses standards d'éducation sexuelle et Alfred Kinsey, dit l'inverse, dit que non, à partir du moment que l'enfant il est sexualisé dès la naissance. Voilà. Donc c'est une violation des lois naturelles et ça peut générer du coup des traumatismes. Et lui, pédopsychiatre, il travaille beaucoup dans le milieu de l'enfance, il explique, il donne des cas concrets et il explique tout ça. Voilà, donc contrairement aux arguments de base scientifique de l'OMS, dont je vous parlais, il n'y a en effet pas d'études scientifiques qui montrent qu'il y a une étrangeté bizarre et que l'enfant est sexualisé dès la naissance alors que tout le reste, il y a besoin de prérequis. Il n'y a personne, aucune étude scientifique qui montre ça, pas plus Alfred Kinsey qu'autre. C'est une loi naturelle comme ça pour tous les mammifères, pas rien que pour les humains. Il faut d'abord des prérequis petit à petit et pour arriver à la fonction mature liée à la reproduction. Voilà. Et aussi, il y a la dissociation donc, entre l'amoureux et le sexe, donc c'est dans la logique hédoniste dont je parlais, donc qui découple du coup aussi, qui est un peu schizophrénique parce que ça découple le corps de l'esprit. Non pas l'harmonie corps-esprit, oui, mon corps il fait ça, moi je veux ça, voilà, c'est une santé psychique, c'est prendre en compte le principe de réalité, mais là au contraire, ça génère une scission entre les deux et une domination de l'esprit qui peut générer en effet des désordres de type schizophrénique. Voilà, donc ça. Ah oui, alors tous les deux, ils ont fait un nouveau manuel aussi qui s'appelle Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, donc de 2025, Ariane Biléran et Régis Bruno, donc qui fait un peu une synthèse de tout ce qu'ils ont dit.
Et donc, pour finir, sur l'OMS et ces standards-là, c'est-à-dire le cadre de référence de l'éducation à la sexualité au niveau mondial que déclinent tous les États, c'est une idéologie et une croyance qui est même mortifère, et c'est pas du tout de la science. Les enfants n'ont pas de sexualité, ça arrive à la puberté, c'est-à-dire pubère, ça veut dire poil, hein, ça veut dire quand on commence à avoir les caractères pour être soi-même, pour pouvoir se reproduire. Ne pas les respecter en excitant les désirs dans l'âge, par exemple sur une classe, ils disent en fonction de l'âge, mais dans une classe, vous en avez qui sont pubères et d'autres qui ne le sont pas. Moi, en primaire, j'avais une petite fille, elle avait 9 ans, elle avait déjà ses règles. Moi, j'ai eu à 13. Voilà, donc c'est une hérésie parce que si on viole ça, ça peut générer vraiment des traumas. Et même si ça ne le fait que pour un seul élève, en public, de parler de tout ça, c'est quand même extrêmement mortifère. Et c'est aussi un acte, donc le fait d'exciter les désirs comme ça, parce que évidemment l'enfant il veut faire comme les grands, hein, c'est un modèle, hein, donc et le fait d'inciter comme ça à avoir des activités sexuelles qui ne sont pas de leur âge, donc c'est un acte qui du coup est subversif et pédophile. Hein, les pédophiles, c'est ça, ils veulent apprendre l'amour. Hein, vous avez dans les années 70, là, Libé, tout ça, ils ont toutes les pétitions, les trucs, c'était laissez-nous aimer les enfants. Voilà, hein, parce qu'on aime les enfants, et, y compris physiquement. Voilà, et sinon, alors autre chose importante, c'est la pédagogie participative. Hein. Dernièrement, il y avait une infirmière qui a été attaquée par les parents en colère parce qu'il y a des associations qui s'occupent un petit peu de diffuser, d'informer sur ça. Et donc l'infirmière, ils l'ont interrogée, j'ai vu dans un documentaire, elle disait « Ah, mais c'est pas moi qui en ai parlé de ça, c'est tel élève ». Donc en effet, ça permet de se réfugier derrière, non, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est ce jeune homme. Et j'allais évidemment pas le laisser sa question sans réponse. Voilà, donc c'est toute la perversité de cette pédagogie-là qui paraît participative, démocratique, mais qui en fait génère tout un ensemble de perversions par rapport aux enfants. Et donc c'est une stratégie de manipulation du groupe, donc de l'ensemble, j'en ai parlé, hein, même s'il n'y en a qu'un, mais aussi du formateur lui-même, parce qu'il voit écrit dans les standards que, en effet, mon identité de genre ou mon désir, il est roi. Donc et que si l'autre il est consentant, finalement, si c'est agréable pour l'autre, donc ça peut attiser aussi des appétits sexuels, y compris chez les adultes. Quand on parle de sodomie, de ci, de là, tout de suite, ça active des circuits inconscients avec des réflexes physiomoteurs, etc., qui peuvent aussi troubler certaines personnes. D'ailleurs, dans l'éducation nationale, il y a eu des cas aussi de pédophilie. Je parlais dans l'Isère, là, ce que j'avais vu l'autre fois. Voilà. Mais on ne sait pas toujours forcément, mais ça existe. Et donc, ça peut attiser aussi des appétits pédophiles chez les formateurs. D'ailleurs, ces formations-là, l'éducation sexuelle, c'est au volontariat. On ne sait pas toujours pourquoi c'est volontaire aussi. Enfin, voilà. Alors, le plan sournois de l'éducation nationale européen et mondiale donc, cache une fabrique d'un homme nouveau, hein, d'un homme Dieu schizophrène, c'est-à-dire dans la toute-puissance, mon désir, donc je me sens homme et donc je veux devenir homme, je veux qu'on change mon identité, etc. Et qui fait que je combats, plutôt que de chercher l'harmonie entre mon corps et mon esprit, je combats mon propre corps et puis je combats aussi la société. Hein, donc ma facette sociale, on va dire, pour imposer ça au niveau législatif et au niveau de l'institution. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand il y a effraction de la sexualité d'adultes dans un monde et d'enfants, surtout dans un caractère public en classe, donc ça génère des traumas, pardon, et c'est inévitable en classe. Ça déconnecte donc aussi le corps de l'esprit, parce que quand par exemple on me parle de ça, ben, du coup je vais, comme quand dans les situations de viol ou d'abus, il y a cette sidération-là qui peut aussi créer des mémoires traumatiques, et on ne s'en aperçoit pas forcément, et l'enfant non plus, puis il ne le dira pas forcément non plus. Hein.
L'éducation sexuelle a pour but justement de subjectiver le sexe, c'est-à-dire en faire un objet, donc qui est un instrument de plaisir hédoniste, ça je l'ai vu, et qui le déconnecte aussi de la fonction reproductive. Et donc, en résumé, si on prend un peu de recul, c'est un outil, donc cette éducation à la sexualité, ce cadre de référence à la sexualité-là, dès la naissance, donc est un outil de renversement, mais subversif, c'est-à-dire invisible, des valeurs, hein, ça change les valeurs, donc de la civilisation, en manipulant les consciences, en aboutissant à un eugénisme, donc le transhumanisme vendu comme progrès humain, parce qu'évidemment, vous avez appel, pour lutter contre ma nature, ben, je fais appel aussi à la science, j'avais vu l'autre fois que pour passer d'homme à femme, avec toutes les opérations, les épilations définitives, couper la gueule, il y en avait pour, je crois, 150 000 €, remboursés par la Sécu. Et pour la femme, c'est moins cher, dans l'autre sens, mais voilà. Donc, aussi, ça va avec tout ce qui est domination de l'esprit par le corps, donc cet homme-dieu, hein, donc pour justement aller aussi vers le transhumanisme, qui est cette nouvelle eugénisme, qui est, alors l'eugénisme c'est la nature humaine est pas bonne et donc il faut la perfectionner, et donc là le transhumanisme c'est là on va la perfectionner en mettant des puces dans le cerveau pour apprendre plus facilement, avec un simple programme on va apprendre les langues, etc., etc. Et puis leur fameux projet de détruire la mort, hein, c'est-à-dire de la vie éternelle. Donc, la preuve de ça, c'est de ce projet mondial-là, je l'ai trouvé sur le site de l'UNESCO. Vous avez aussi la référence, vous pouvez aller voir le texte en vrai. C'est Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, qui a été le premier président de l'UNESCO, donc chargé de l'enseignement de la science et la culture au niveau mondial. Et dans ce texte, donc fondateur en 1946, alors il faut savoir que c'était le président, en même temps c'était le président de la British Eugenics Society, hein, donc c'était une réputation dans l'eugénisme, hein, il était la référence mondiale de ça, et il a été nommé en 1946, quand même, à l'UNESCO pour charger de mettre en place un monde nouveau. Et vous trouvez donc dans ce texte écrit noir sur blanc. Donc, il est important vu Hitler et tout ça, évidemment l'eugénisme a une mauvaise réputation, mais qu'il est important que l'UNESCO s'assure que le problème eugéniste soit étudié avec le plus grand soin, de manière à ce qui est maintenant inconcevable en 1946 puisse devenir concevable. Donc on a dans les fondements de l'UNESCO, donc dans les instances fondamentales de la mondialisation et de l'ONU, ce truc-là. Et deuxième chose, l'unité politique du monde est malheureusement un idéal lointain, parce que juste avant, il explique qu'en fait, pour éviter toutes les guerres et tout ça, il faut créer un gouvernement mondial. C'est lointain, que l'UNESCO, il ne peut pas faire grand-chose, sauf dans son programme d'éducation, il est nécessaire de montrer la nécessité ultime de l'unité politique mondiale et de faire que les enfants acceptent le transfert de leur pleine souveraineté des nations. Voilà. Donc, la destruction des nations. Hein, et que l'UNESCO, son cadre de référence eugéniste, c'est aussi ça. Ça va? Moi, quand j'ai lu ça, j'étais ahuri. C'est sur le site de l'UNESCO, hein, vous pouvez y aller, c'est libre. Et la suite, sur l'euthanasie. Et il y a l'euthanasie encore, bien sûr. Alors, là, j'ai fait un petit résumé sur Evras, donc c'est des gouvernements français qui sont téléguidés par une gouvernance globale et l'état de droit, donc de l'ONU et de l'Union européenne. Donc ce sont des outils, hein, ce ne sont plus du tout les représentants du peuple français, ni des parents, ni de l'autorité parentale. C'est une éducation qui est non cognitive, donc pas du tout intellectuelle. Elle est psychosociale, donc de l'ordre plutôt de la psychothérapie, hein, donc pour modifier le système psychosocial.
et créer un homme nouveau universel, donc antinational, et aussi antinaturel. C'est au détriment de la formation intellectuelle. L'idéologie est non scientifique, puisque ça remet en cause les lois de la nature, notamment du développement, avec les prérequis qui sont nécessaires. Comment ils font? Par des réformes progressives et silencieuses, donc la technique du doigt dans l'engrenage, comme on peut dire, par un droit mou, on appelle ça aussi le soft power, la soft law, la loi soft, et le management par objectif. La gouvernance, par une gouvernance aussi numérique, je l'ai montré, les outils de suivi sont des indicateurs numériques, avec le big data, avec la 5G, parce que tout ça, il faut mettre tout ça dans les data centers et tout. C'est une dictature psychosociale à base de techniques de lavage de cerveau, donc la soumission librement consentie. Alors pourquoi en effet entre ça et ça il y a une différence? C'est qu'entre les deux, il faut que ce soit acceptable. Donc vous avez tout un ensemble de cabinets McKinsey et tout, voilà, et des sondages qui permettent de sonder l'opinion pour savoir quels sont les termes qui sont acceptables, ceux qui ne le sont pas. Et puis comme c'est participatif, vous avez des comités qui se montent et ils arrivent à voir comment ça peut pénétrer et de quelle façon sans qu'il y ait trop de tension. Voilà. Et puis, pourquoi? Pour destituer les peuples, pour décider de l'avenir collectif, donc pour détruire la souveraineté nationale, et du coup détruire l'identité nationale de chaque pays, qui est pourtant différente, et qui devrait rester biodiversité d'ailleurs, qu'on ne devrait pas réserver. Transformer le monde en monde transnational ouvert, donc sans frontières et puis dirigé par la science, par les élites, eugénistes et les machines. Et pourquoi? Donc c'est en fait une mise en place d'un régime totalitaire psychologique sournois et eugéniste pour créer le meilleur des mondes. Parce que Julian Huxley, c'est le frère de Aldous Huxley qui a écrit l'ouvrage qui est peut-être d'ailleurs une prophétie autoréalisatrice, on ne sait pas. Et puis, donc, c'est le signe du basculement de la civilisation dans la démesure naturelle de l'homme. Ça, c'est le mythe de Prométhée. C'est-à-dire que, naturellement, l'homme, il naît, on appelle ça la toute-puissance infantile en psychologie, il naît, il ne sait rien faire. Vous laissez un bébé à la naissance, il ne sait pas marcher, il ne sait pas manger, il ne sait pas se laver. Bon. Et donc, du coup, cette toute-puissance infantile-là, elle fait que l'enfant il est tyran, il crie et la maman elle lui apporte ce qu'il a besoin, elle est obligée de deviner ce qu'il a et lui fournit ce dont il a besoin. Et l'éducation, ça sert justement le passage de l'enfance à la sociabilisation, et notamment le complexe d'Oedipe, on dit que c'est sexuel, mais en fait non, c'est surtout que c'est le rôle du père paternel, entre guillemets, selon la théorie freudienne, de justement aider, de séparer la fusion mère-enfant, pour l'amener vers la sociabilité, c'est-à-dire le principe de réalité, qu'il y a des vies en société, c'est chacun son tour, que ci, que là, et c'est pas toi qui imposes ton désir. Voilà. Et donc, le mythe de Prométhée raconte ça, pour ceux qui connaissent, il y a aussi Sisyphe. Et donc, l'homme a tendance, du coup, à se prendre pour un dieu quand il a trop de pouvoir. Et voilà, et donc, on est en effet dans cette idéologie transhumaniste dans laquelle nous sommes. Donc, que faire? Alors, au jour le jour, c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est ne pas initier l'enfant des désirs sexuels ni les susciter. Donc, être à l'écoute aussi de son développement, des prérequis, des perches qui peut tendre aussi. Les protéger des médias, d'Internet, évidemment, parce qu'il y a le problème, ils nous vendent souvent en disant « Oui, mais maintenant, ils ont accès à porno, donc il faut les informer avant, en prévention. » Mais du coup, c'est nous qui... Voilà, donc c'est affreux. Donc, du coup, c'est la société qui fait l'infraction pour les protéger, soi-disant, alors que... Bon, bref. Et puis, aussi les protéger des programmes à la sexualité, à la santé sexuelle, donc scolaire, mais il faut savoir que c'est aussi parascolaire, c'est-à-dire que même les associations sportives et tout doivent aussi le faire. Donc la sexualité, c'est une pulsion qui est la plus puissante et qui en fait nécessite tout un ensemble de
de prérequis comme la pudeur, le savoir différer, gérer ses frustrations et tout ça. Et ça, ça ne peut pas arriver avant la puberté et le 12 ans, enfin le stade où on commence à avoir une représentation abstraite du monde. Et il y a des garde-fous donc, qui sont nécessaires pour les débordements de cette pulsion-là qui est très très forte et qui sinon entraverait le développement de la personne. Donc, voilà. Alors pour finir sur ce côté-là, hein, au jour le jour, donc il y a Ariane Villerand. Donc l'éducation consiste à réprimer les pulsions primaires pour les sublimer, c'est-à-dire que cette énergie-là, je puisse le transformer dans l'énergie cognitive et dans l'énergie sociale pour construire de mes mains, etc., etc. Et c'est pas pour les encourager. Voilà, parce que sinon on interfère dans le mécanisme de développement qui justement est suscité à l'école intellectuelle, etc. Alors pour les actions en justice, là vous avez le livre de maître Virginie Araujo-Recchia, qui travaille aussi avec Ariane Villerand. Pour elle, l'éducation à la sexualité, elle montre que c'est un rapt juridique de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. En fait, elle ne le dit pas comme ça, mais en fait, on est actuellement dans l'Europe des juges, ce qu'on appelle l'Europe des juges. Vous avez d'ailleurs un livre de Robert Lecourt, qui était un des premiers présidents de la Cour de justice de la Communauté européenne, donc avec les arrêts juridiques fondateurs de la Communauté européenne et qui restent pour l'Union européenne, et qui explique qu'en fait l'Europe c'est fait par les juges, c'est fait par la justice, le juridique, c'est-à-dire que c'est les jurisprudences qui décident ensuite dans les procès de ce qu'est la loi. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, aussi avec le totem de l'état de droit et puis celui-là, ils expliquent aussi la même chose. Hein, c'est qu'en fait, c'est plus les peuples qui décident, c'est les juges, les jugements des procès, qui ensuite, les avocats et les juges vont dire « Ah, mais il y a telle jurisprudence qui dit que dans tel pays ou dans tel... » Et donc, du coup, le juge, il est obligé de respecter cette jurisprudence-là, si l'État est signataire de ça, et ce qui fait qu'après, l'État est obligé de changer sa loi, sinon il a une amende auprès de la Cour de justice. Enfin, c'est un truc... Et c'est complètement opaque. Hein. Moi, je l'ai su récemment aussi. La jurisprudence, elle intervient quand il y a une faille dans la loi, quand il y a une absence de loi dans un domaine particulier. Alors, il y a un manque de loi ou alors qu'il y a une législation ailleurs qui empêche la libre circulation. Ou, vous voyez, dans l'Union européenne, ou qui empêche d'appliquer les droits de l'homme, etc., etc. Donc, je vous réfère au niveau juridique à ça. Et puis, enfin, tout simplement, hein, c'est que on a quand même le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est aussi ce que l'ONU dit. En fait, on a le droit en tant que peuple de décider collectivement de ce qu'il en est. Et d'ailleurs, en 1946, c'est pour ça que le Conseil national de la résistance a remis tout en haut de notre Constitution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et malheureusement, donc c'est-à-dire, c'est la loi, cette déclaration, c'est la loi et l'expression de la volonté générale, hein, c'est-à-dire que chaque citoyen accepte que ce soit la volonté générale qui l'empêche d'aller vers la tyrannie, enfin, voilà, qui contraint sa liberté. C'est-à-dire, c'est pas dans nous, on n'est pas dans la démesure, on dit pas on fait ce qu'on veut, non, on dit c'est nous qui décidons ensemble de ce qu'il en est. Et ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Contrairement à la déclaration de 1948 de l'ONU, qui, elle, dit c'est le désir individuel qui a la primauté sur le droit public, hein, c'est-à-dire sur la volonté générale. Et donc, ça a été aboli. Alors, j'ai fait une conférence avec pas mal d'articles et tout ça sur les droits de l'homme et des citoyens pour comparer justement les deux, idéologiquement aux sources de l'une et de l'autre, etc. Que vous retrouvez, j'ai mis les sources aussi là.
Et puis, donc, il est de notre devoir de citoyens et de patrie des droits de l'homme et du citoyen, pas de l'ONU, c'est là qu'il y a la confusion mentale aussi, hein. Donc de rendre à nos enfants la liberté de veiller à leurs propres nécessités et de restaurer leurs droits imprescriptibles, parce que ceux de 1789, ils sont inaliénables et imprescriptibles, et malgré tout, en 71 et 74, ils nous les ont abolis, hein. Mais par le droit, par une jurisprudence du Conseil constitutionnel, en fait, c'est assez... Et donc de nous libérer des traités qui avilissent la nature humaine et leur dignité, donc notamment les traités de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et voilà, il est temps parce qu'en 2030, chacun a ses objectifs à atteindre et nous on a une présidentielle en 2027, donc si en effet on est toujours là-dedans, eh bien on aura petit à petit la machine qui ira dans le sens où elle a été programmée d'aller, c'est-à-dire vers tout ce que je vous ai montré et qui fait que les enfants seront de plus en plus éloignés avec la formation intellectuelle et que par contre on en fera des bons citoyens bien soumis, bien manipulés et voilà, avec éventuellement des traumas etc. Voilà, j'ai été longue, hein. Est-ce qu'on a le temps un petit peu des questions quand même? Je vois qu'il est moins 5. On va commencer les questions, mais on va jusqu'à... Je vais être assez brève. Donc il est 11h55. Les repas seront à 12h30. Donc ça va être assez rapide, les réponses. Alors c'est vrai que c'est important, c'est des choses importantes qui ne sont pas dites dans les médias aux 20h par exemple. Et donc c'est pour ça que je fais passer le document avec toutes les sources sur lesquelles je me base. Voilà, je n'ai pas passé. Oui. Oui, juste une remarque et une question. Oui. La première remarque, ce que tu as dit sur l'OMS et tout ça, et sur les caractères non scientifiques des organismes des Nations Unies, on peut dire exactement la même chose sur tout ce qui concerne, bien évidemment, le climat, l'écologie, la transition écologique, c'est exactement la même chose. Julian Huxley était aussi président et fondateur du WWF. Je sais, je connais l'histoire. C'est la question, tu as parlé de la et d'où Evras maintenant est lié au développement durable. Oui, bien sûr, c'est la même chose. Pour sauver le monde. La charte d'Ottawa 86, est-ce que c'est lié là aussi à toute la pratique de l'evidence-based medicine, qui a complètement modifié donc, les pratiques médicales, puisque les médecins doivent se conformer aux règles pour chaque maladie, qui est bien identifiée, sûrement, ça fait partie de l'évolution. À la conférence de consensus, donc, qui enlève finalement le droit, une possibilité aux médecins de soigner par lui-même. Tout à fait. Il peut être juridiquement attaqué si jamais. Mais tous les professionnels. Tous les professionnels dans tous les secteurs, c'est mon analyse des risques qu'on appelle psychosociaux et des burn-out, j'en ai eu un. Et en fait, c'est que ce qui s'est passé dans la médecine, en fait, tous les secteurs d'activité, ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'éventuellement, il y en a qui voudraient témoigner en tant qu'enseignant ou autre sur ça, par exemple? Non? Alors, des questions est-ce que j'ai été claire dans tous les domaines? Alors ça vous donne beaucoup de travail quand même, parce qu'il y a pas mal de choses, de livres et tout, mais c'est important de voir par soi-même, parce qu'on n'est pas tous dans le même contexte. Donc il y a des choses que j'ai pu dire qui vous ont marqué, d'autres moins, et que vous voudriez creuser, et que j'ai pas le temps de faire là. Donc, une question par oui? rapport aux enseignants, enfin aux primaires, ou en maternelle, pour les jeunes enseignants, ma fille est enseignante aussi. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, comme il y a eu avec le milieu médical, pour ceux qui vont un peu vouloir résister, ne pas vouloir enseigner un peu ce qu'on leur impose de l'enseigner, ça va se faire en crescendo, je suppose, d'être écarté aussi du système?
tout à fait. Bah, de toute façon, il y a la pyramide des âges. Hein. Donc, moi, j'en connais une, là, elle était un peu effarée, mais elle partait à la retraite, là. Donc, bon, du coup, mais elle me disait, c'est vrai que quand on aborde, du coup, c'est tabou. On n'ose pas trop, parce que tout de suite, on est traité de complotiste, comme si le ministère, l'État était malveillant envers les enfants, ça va pas à la tête. Donc, et du coup, en effet, moi, j'ai eu le cas... dans mon burn-out, etc. Vous avez toutes des techniques de management et puis aussi la théorie du complot qui est une technique aussi d'ingénierie qui a été créée par Karl Popper d'ailleurs, qui est un des fondateurs du néolibéralisme et qui permet justement de faire que ceux qui posent des questions, ils soient tout de suite exclus. On l'a vu beaucoup pour le Covid, mais en entreprise c'est pareil. Hein. Ariane a travaillé sur le harcèlement, elle a écrit un bouquin qui s'appelle justement Le harcèlement et elle explique tous les phénomènes de groupe et toute le courant de la communication en entreprise qui génère ce genre de choses et où on exclut. Alors on isole, il y a des entretiens individuels maintenant, donc chacun a ses objectifs à atteindre et donc du coup vous séparez aussi, vous faites disparaître les groupes, vous faites disparaître la culture professionnelle voilà, donc c'est vrai, là aussi sur mon site j'ai aussi un onglet travail-emploi, donc vous avez tout ce qui est New Public Management, vous avez toutes les normes comptables qui ont été mises en place pour détruire les métiers et les règles de métier en fait, et c'est ça qui générait toute cette maladie au travail aussi, dont les enseignants sont le pompon, hein, je dirais, ils sont très touchés depuis des années. Ils ont même une structure spécialisée sur les dépressions, donc en interne de l'éducation nationale, parce que c'est un truc assez important. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais oui. Pour continuer sur ce thème-là, il y a beaucoup de partenariats, et notamment le planning familial, notamment le CODES, enfin ils sont tous très... Les associations LGBT. Voilà. Et donc c'est vrai que ça leur permet de déléguer, donc c'est un peu plus confortable pour les enseignants. C'est ça. En même temps, c'est ça. Je pense que dans le Vaucluse, ils sont un peu moins... c'est un planning familial un peu plus light, pas tout à fait, mais un peu plus. Par contre, je pense qu'il y a certains départements où ils sont très agressifs en fait. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, après, vous pouvez avoir le déploiement du management du privé, vous pouvez aussi avoir des primes financières ou à la carrière qui motivent ceux qui sont volontaires à déployer. Enfin, vous missionnez aussi, vous faites créer un groupe de 3 volontaires et puis ensuite le directeur délègue. J'ai en tête l'exemple d'une dame qui est prof de français. Et elle me disait qu'en fait, il y avait... alors là, c'était sur un autre... C'est la classe évolutive, là, vous savez, où ils leur mettent à disposition des ballons, des matelas, des chaises à bascule. Et elle a dit, mais non, elle travaillait en collège, elle dit, mais moi je peux pas, 30 élèves, s'ils changent à chaque fois de place, qu'ils se battent pour avoir le coussin, enfin, bon. Et elle m'expliquait qu'en fait, le directeur, c'était dans le privé, hein, sous contrat, hein, le directeur, ils avaient investi dans le matériel. Donc ils avaient missionné 3 formatrices et les autres étaient obligés d'aller à la formation de ces formatrices-là. Enfin bref, après, c'est un contrôle social entre pairs avec les anciens qui du coup sont exclus. Et elle était un contrat précaire, elle n'a pas été renouvelée. Hein. C'est ça qui est affreux. Par contre, moi, qui forme, si c'est les professionnels de l'éducation nationale qui doivent appliquer ce programme, où est-ce que ces personnes sont formées et pas qui? Alors ça, c'est quelque chose d'important. J'ai regardé, vous avez, alors à l'époque, c'était 3 jours, c'était des organismes qui étaient agréés par l'État. Parce qu'en fait, les partenariats dont on parlait, planning et tout, il y a un agrément national et puis après, vous avez des agréments locaux en fonction de où ils sont. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce... Avant, il y avait aussi les libéraux qui pouvaient participer, qui étaient reconnus. Oui. Par contre, vous faisiez de l'éducation sexuelle. Ouais. Alors que maintenant, c'est de l'éducation à la sexualité.
Et les émotions, et enfin, moi, excusez-moi, je me permets. Oui, allez-y, parce que du coup, j'ai perdu le fil de votre question. C'est très intéressant de regarder de plus près. Et il y a des choses, développer une compréhension critique et respectueuse des relations interpersonnelles, favoriser des choix responsables et protecteurs en matière de santé sexuelle. Là, on est sur du 4e, du collège. Je me dis, il faut être formé pour pouvoir... Oui, tout à fait. Alors, a priori, d'après ce que... sur le site de l'académie, vous avez le plan, je crois, le plan de formation de l'académie, avec sûrement les formateurs du coin, enfin, je suppose. Et d'après ce que j'ai vu, mais j'ai pas, parce qu'il y a tellement d'informations, d'après ce que j'ai vu, c'est 3 jours. En 3 jours, et puis c'est au volontariat, et puis après c'est... après vous avez déjà ceux qui sont nouveaux formés, qui ont déjà eu des éléments, enfin voilà. Alors j'ai eu du mal, et c'est pour ça que je suis venue aux origines, c'est parce qu'en fait, tout ça est fait par expérimentation, par le terrain, comme ça. Dès qu'il y a un truc qui monte, des parents qui grognent, hop, il y a le couvert qui est mis dessus, on dit voilà, mais c'est complotiste, mais non, c'est lui, c'est juste parce qu'elle n'a pas bien fait son travail. C'est un truc, à chaque fois c'est individuel. Donc c'est l'enfant qui lui est pervers et qui du coup fait des attouchements, ou alors c'est le prof ou l'infirmière qui a mal fait son boulot. Ou à chaque fois c'est individuel, mais toujours on cache le système global et vers où va le système. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, que je vous ai parlé de ça, même si c'est voilà, c'est vraiment tiré loin du terrain, mais c'est parce que il faut comprendre que c'est un système et qu'il avance dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré que les parents râlent, que les enfants ils savent plus lire, écrire, que l'alphabétisme, ben rien ne change, et au contraire c'est de pire en pire, parce qu'en fait c'est un autre projet qu'il y a pour l'école aujourd'hui. Notre État, c'est un psychothérapeute qui veut changer notre nature, et donc il s'en prend aux enfants, tout comme Hitler se prenait aux enfants les jeunesses hitlériennes. Il voulait créer aussi un homme nouveau avec les valeurs hitlériennes, et puis Staline avait les valeurs communistes. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce référentiel-là qui est caché, mais pas tant caché que ça, parce que ça, c'est accessible. Hein. Le problème, c'est que dans la profusion des textes et des trucs, c'est hyper compliqué de s'y refaire. Oui ? Ils sont à 2 doigts de faire des pratiques, passer à la pratique directement. Moi, je pense que dans la majorité des cas, les enseignants savent que, voilà, ils connaissent en tant que citoyens, ils freinent hein, depuis 20 ans, c'est depuis 2001 ça, hein, il faut savoir qu'ils freinent à fond, parce que même s'ils ont un peu essayé, ils ont vu les catastrophes que ça faisait, ils ont arrêté. Donc je pense qu'il faut faire confiance aussi aux enseignants, mais il faut aussi les soutenir, parce qu'ils ont une puissance de manipulation en interne des syndicats, des parents d'élèves, et tout ça, c'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça aussi que je fais ça, c'est destiné aussi à eux, parce qu'ils sont des remparts juridiques aussi, ou en tout cas institutionnels, et malheureusement, en effet, ça aboutit souvent à des burn-out, parce que quand en effet on est exclu, on se fait traiter de ringard, has-been, et puis vas-y, toi on va te mettre au placard, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand même hyper violent, et ça génère des choses affreuses au niveau de la santé aussi. Donc voilà, c'est aussi pour ça, pour leur expliquer que, comme moi, quand j'ai eu mon burn-out et que j'ai compris qu'en fait, tout ce qui se passait au niveau du travail, je dis, mais c'est normal que j'ai eu un burn-out, jamais j'aurais pu accepter les nouvelles valeurs qu'on voulait que je gobe. Donc voilà, et je pense, voilà, j'espère aussi ça, parce que c'est les premiers qui sont victimes. C'est plus des victimes pour moi que des gens qui sont manipulés que réellement, voilà, des gens, même s'il y en a, évidemment, comme je disais, il est déjà arrivé des instituts et des profs pédophiles, ne serait-ce que la prof de théâtre de notre président. Ça se fait aussi par contrôle social. Tu peux expliquer le cas de notre fille quand elle est partie en voyage scolaire. Oui. Ça se fait par contrôle social des parents, etc. Vas-y, explique. C'est-à-dire quand ils ont eu la réunion, quand ils devaient partir avec... Ah oui. Bah oui, vous avez les grands-messes,
les grands-messes aussi. Alors là, c'était la nouvelle instit, parce que c'est ça, c'est aussi les générations, les formations et les valeurs qu'on leur donne. Et donc, dans le primaire, c'est les premiers... les directeurs, avant, ils n'avaient pas de pouvoir. C'était l'instit qui avait le pouvoir. C'était les bureaucraties professionnelles, c'était comme ça. Et maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est le directeur qui peut interférer et s'ingérer dans la pratique. Il y a Pronote aussi au niveau informatique qui permet de s'ingérer et savoir ce que le prof fait à l'intérieur. Et on a eu une grand-messe pour une classe verte, donc en primaire, et vous avez la directrice, la jeune directrice qui venait d'arriver, qui disait qu'ils allaient les coucher à 10h, que le lendemain ils étaient levés à 7h, qu'ils avaient le droit de mettre du gloss, qu'ils avaient que pour l'argent de poche, bon c'est bien les parents qui sont généreux, mais pas plus de 50 €, à 9 ans, 10 ans. Alors moi, excusez-moi, mais donc ils mettent en place des normes sociales, comme les réseaux sociaux aussi, je disais protéger des smartphones et tout ça. Les réseaux sociaux, vous avez tout un ensemble aussi de pièges comme ça, pédagogiques, d'associations spécialisées, agréées, qui vous expliquent le numérique et qui vous disent que ben oui, la loi interdit en effet que l'enfant s'inscrive sur les réseaux sociaux, je crois que c'est 13 ans ou 12 ans, mais qu'ils sont très contents parce que les parents ouvrent des comptes, justement, exprès et tout, et que c'est bien parce qu'il ne faut pas empêcher les enfants d'avoir accès à Internet, donc il faut violer la loi. Moi, je l'interprète comme ça, mais c'est pas dit comme ça, évidemment. Parce que pour les aider à aller là-dessus et que c'est très bien de le faire. Donc, ils incitent à violer la loi. Donc, vous avez tout un ensemble, comme là de normes qui se mettent en place par rapport aux parents et que du coup, quand on veut faire un peu de vraie éducation, on est mis comme des parents infantilisants, des parents ci, des parents là. Enfin, moi, une fois, j'avais puni ma fille parce qu'elle avait abusé et tout. J'ai eu donc, pour pas aller justement à cette classe verte-là, elle a abusé. Je dis, ben tant pis, je te l'ai dit, je le fais. Hein. Et puis ben, j'ai eu la directrice qui m'a appelée en me disant, oui, vous maltraitez votre enfant. Je dis, non, mais de quel droit vous interférez? Ben non, ben vous allez perdre votre argent. Ben oui, c'est compris, ça j'avais compris que j'allais perdre mon argent. Donc vous avez tout un ensemble aussi hein, sur les parents qui s'exercent et qui sont... et le rôle des parents d'élèves, n'en parlons pas, qui sont là aussi pour surtout que les parents restent bien tranquilles et qui ne remettent pas en cause ce que disent les instituteurs. Enfin, ça, c'est mon témoignage personnel. Je ne sais pas si vous aussi. Voilà. Bon, ça va? Est-ce que vous avez eu des retours de traumatisme sur des enfants par rapport justement à l'éducation? Alors oui, vous avez... alors là, c'est plus les cliniciens qui peuvent vous dire ça. Vous en avez... alors j'ai fait moi-même une conférence à Carpentras il y a 1 an et demi sur l'éducation, les standards de l'OMS avec Amandine Lafargue et Karina Terki qui travaillent. Donc on avait fait toutes les trois. Moi j'avais fait la partie plus... alors c'est pas du tout ce que j'ai fait là, j'ai fait un peu autre chose. Mais il y avait donc Amandine et Karina qui sont elles psychologues cliniciennes et qui rencontrent en effet des enfants qui ont eu des cas, etc. Sinon vous avez beaucoup les parents en colère et les mamans louves aussi qui essayent de diffuser les témoignages et tout ça. Le problème de ces associations-là, c'est que c'est souvent manipulé politiquement et qu'ils ne parlent pas de l'OMS, ils ne parlent pas de l'UE, ils s'arrêtent uniquement voilà, aux maltraitants ou à Macron éventuellement, qui est le problème. Mais jamais ils interrogent le système dans leur ensemble. Mais par contre, vous pouvez trouver en effet des témoignages sur des cas qui sont arrivés. Enfin, Amandine, qui est aussi psychologue à Pérol, avec qui j'ai fait la conférence, Amandine Lafargue, donc elle explique ce qui est un enfant qu'elle a reçu et voilà comment elle a expliqué que c'était sa sœur et qui lui avait dit que... Enfin voilà, et qui a généré tout un ensemble de choses. Alors après, comment un psychologue peut désamorcer un traumatisme comme ça? Compliqué. Enfin, déjà, il faut savoir, enfin, l'enfant, il ne parle pas forcément, puis selon l'âge, enfin, après, c'est compliqué. Si on ne le fait pas en amont, après, le traumatisme, ça se répare
ben, ça a toujours une influence sur la suite. Hein. Les abus sexuels, même si c'est pas beaucoup, même si ça induit au niveau de la constitution de l'identité et du développement, et même en tant que citoyen, des marques qui restent, sans aller jusqu'à la schizophrénie, mais ça peut aussi, si c'est très jeune, faire des troubles très 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 lourds, et alors pour trouver la cause. Ça peut permettre aussi de détecter, moi, dans mon entourage proche, ouais. J'ai un enfant en 6e, c'est un témoignage grâce à des séances du coup d'échange. Je crois que c'était le planning familial qui était là. L'enfant est venu parler à la fin, et en fait, on a appris que son oncle l'agressait sexuellement régulièrement, en fait. Et moi je me dis, cet enfant, il a réussi à parler grâce à cette intervention. Il serait resté dans le silence combien de temps si on n'avait pas ouvert des discussions sur les relations, sur qu'est-ce qui était, les violences, qu'est-ce que c'est. Alors c'est vrai que voilà, c'est ça, c'est l'argument qui dit, c'est que ça permet de protéger et de détecter. Et c'est vrai que ça devrait servir à ça, c'est-à-dire, mais quand vous avez par exemple au maternel, ils ont fait des captations de bons instits qui, avec le planning familial, faisaient ça, faisaient l'éducation sexuelle, et où on voit les interactions et comment ça se passe, ils ont un peu ça. Ça devrait servir en effet à ce que vous dites, c'est-à-dire après isoler l'enfant et puis voilà, détecter ceux que... Mais pourquoi à son âge c'est ça, vous voyez? Sauf que non, c'est pas du tout utilisé comme ça. Quand vous voyez, c'est utilisé comme il sait des choses de grand, et il est mis à l'honneur. Tout comme pour le numérique, il est déjà sur TikTok et il est déjà sur machin, oui, c'est déjà le porno, il est déjà sur les pornos, il sait des choses de grand, moi je sais rien, je suis bête. Voilà, donc il y a évidemment quelque chose, mais ça peut être détecté ailleurs, ce genre de choses aussi, en individuel ou autre, avec d'autres signaux. Il n'y a pas besoin de fracturer toute la classe pour que, voilà, il y en ait un parce qu'il y a d'autres réseaux aussi qui permettent peut-être de le détecter, voilà. Mais c'est en effet un argument, et puis c'est bien si ça a pu servir ce jeune de se défendre, ça c'est aucunement contraire à ça. Mais il faut comprendre aussi ce que ça fait sur l'ensemble du groupe. Et qu'en effet, ce genre de choses, comment psychologiquement c'est assumé par les autres, quelle image publique ça donne, etc. etc. Enfin, c'est vrai que c'est complexe, et on demande aux instituts, et vous parliez de formation, je crois que c'est vous, de gérer des choses qui, déjà quand on est psychologue, qu'on a 5 ou 10 années de formation, plus des perfectionnements et puis plus de la pratique, c'est compliqué. Alors de faire ça en groupe, machin, enfin voilà, c'est... Mais c'est bien que vous donniez cet exemple-là. Le tableau n'est pas que noir, heureusement que sur certains, ça... Mais quel impact ça a eu sur le reste? Et de déployer ça au niveau national sur tout le monde pour détecter quelques cas sur les minorités, on fracasse l'ensemble. Voilà. Et la civilisation, c'est compliqué. Parce que l'intime, ça reste dans l'intime. On ne fait pas des séances de thérapie de groupe. D'ailleurs, on apprend ça maintenant aux jeunes instituteurs. C'est toutes les techniques de psychologie sociale, de techniques d'engagement avec acte public. Enfin, vous avez, je l'ai mis dans la liste, Machiavel, pédagogue. Il explique comment toutes les théories de psychologie sociale, de soumission librement consentie, etc. Maintenant, les profs et les instituts sont formés comme ça pour créer des normes, etc. Les pieds dans la porte, les engagements. Il est super intéressant celui-là. Les profs n'étaient pas formés comme ça avant. Hein. Les profs, ils étaient formés à avoir un savoir et à les transmettre. Et voilà quoi. Et c'était pas pour faire des bons citoyens. Après, c'était les aider à faire leur jugement par eux-mêmes. Ne pas rentrer dans leur vie privée, parce que le religieux et tout ça, la laïcité normalement ne rentre pas dans le privé, parce que c'est ça en fait la laïcité, ils ont perverti aussi notre laïcité. La laïcité, ça veut dire que c'est une règle collective de dire qu'il n'y a pas de différence dans le public, mais donc dans la classe, mais
donc dans l'école, mais qu'en privé on fait ce qu'on veut. Et là par contre cette ère de la laïcité, il l'utilise pour induire une pensée unique et un bon citoyen des valeurs individuelles. Et là je trouve que c'est vraiment problématique parce qu'ils pervertissent aussi ce qu'est la laïcité. Voilà.